probablement, qui vont suivre ce petit topo improvisé. On m'a demandé ça il y a quelques jours, de vous présenter effectivement le conflit sous-acromial en 2020. J'espère que ça va vous satisfaire. Vous pourrez poser des questions. Comme vous le savez, je suis assez disponible avec Geoffroy Norissa, qui est le chirurgien fondateur de l'Épaule au Top avec moi. Je vous annoncerai quelque chose à la fin aussi de ce topo qui vous aidera probablement dans votre pratique au quotidien, je l'espère. L'objectif de l'Épaule au Top, c'est toujours de diffuser le plus largement possible notre connaissance, ce qu'on sait, notre expertise sur l'épaule, ce que dit la littérature scientifique, etc. Et puis, d'essayer de vous aider dans la prise en charge de vos patients et de vos patientes. Alors, le conflit sous-acromial en 2020, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai voulu vous montrer quelques images ici et le drapeau de la Tunisie, parce que j'ai une partie de ma famille qui vient de Sousse. Et voilà ici, vous voyez le port de Sousse, le port d'El Kantaoui et puis la belle plage de Sousse. J'espère que bientôt, on pourra tous aller voyager dans ces beaux pays et librement lorsque le Covid se sera calmé. Alors, comment on rééduque un conflit sous-acromial en 2020? Eh bien déjà, en s'appuyant sur l'evidence-based practice, c'est-à-dire la pratique basée sur les preuves. C'est quelque chose qui est aujourd'hui bien engagé en kinésithérapie. Il y a un mouvement qui s'est mis en place depuis quelques années, depuis 5 à 10 ans, et on essaye de baser de plus en plus notre pratique sur les preuves. Pour ceux que ça intéresse, l'evidence-based practice, je recommande le livre qui est ici en haut à gauche, qui s'appelle EBP en rééducation, démarche pour une pratique raisonnée, qui a été écrit par Adrien Palot et par de nombreux collaborateurs, co-auteurs, et qui est vraiment de qualité pour ceux que ça intéresse. Alors, qu'est-ce que on peut dire? Attendez, ça y est, c'est le premier bug. Voilà. Alors, c'est quoi le conflit sous-acromial? Déjà, le conflit sous-acromial, c'est Charles Neer en 1972 qui l'a décrit sous le nom d'impeachment syndrome. Donc, conflit sous-acromial, c'est syndrome de conflit qui a été décrit par Charles Neer. Qu'est-ce qu'il dit, Charles Neer? Je pense que vous voyez ici mon curseur. Voilà, ici, vous avez une épaule normale. Et puis ensuite, ici, vous avez une épaule avec une bursite. Et donc, Charles Neer, il dit que lorsqu'il y a une bursite, lorsqu'il y a un acromion qui est là, qui est proéminent, qui est crochu, eh bien, la partie antérieure de l'acromion va venir user, frotter sur les tendons, sur la bourse, va finir par irriter cette bourse séreuse. À force de faire des mouvements comme ça, d'élévation, eh bien, on va frotter sur les tendons, on va frotter sur la bourse et on va créer une bursite, une tendinopathie, le conflit sous-acromial. Et à la longue, en fait, le problème, c'est que ce conflit sous-acromial, il est censé développer des usures des tendons, voire rompre les tendons, notamment du supraépineux, du sud-épineux. Et donc, Charles Neer, en 1972, il émet cette théorie-là, ce concept, et derrière, il dit, ben voilà, si on veut éviter que ce conflit apparaisse, on peut chirurgicalement bien raboter l'os de l'acromion et ensuite, on va ouvrir cet espace-là pour permettre en fait au tendon d'avoir un petit peu plus d'espace. Donc, c'est un concept qui a fait son temps pendant des années, et encore aujourd'hui, les chirurgiens orthopédiques pratiquent des acromioplasties. Alors, à cette époque, ils les pratiquaient à ciel ouvert. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'ils les font par arthroscopie afin d'espacer cet endroit et libérer les tendons et la bourse. Alors, quoi de neuf depuis 50 ans? Parce que ça fait quand même depuis 1972. En 50 ans, il y a des examens d'imagerie qui sont apparus, il y a des études biomécaniques, des études cliniques qui sont apparues. Alors, qu'est-ce qu'on le retrouve dans la littérature? Eh bien, déjà, on a par exemple cette étude-là, qui est une étude avec un suivi de 10 ans de patients qui ont bénéficié d'une arthroscopie dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, et puis d'autres cas qui ont été randomisés, qui n'ont pas bénéficié de cette arthroscopie. Eh bien, au final, on se rend compte qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes de ceux qui avaient bénéficié d'une arthroscopie à 10 ans après, entre ceux qui ont bénéficié de l'arthroscopie et ceux qui n'en ont pas bénéficié. Alors, cette étude-là, qui est un suivi qui a été sur 5 ans, sur 10 ans, déjà a commencé à refroidir un petit peu la communauté scientifique des chirurgiens et ils ont commencé à se dire, bon, ben, peut-être que l'arthroscopie, pour les tendinopathies, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment justifié et peut-être c'est quelque chose qui ne va pas apporter un plus aux patients comparativement à d'autres traitements.
Ce que l'on a aussi, c'est d'autres études comme celle-ci où on a carrément, c'est une étude qui est publiée dans The Lancet, c'est quand même pas le moindre des journaux, et qui a comparé des groupes entre des gens qui ont bénéficié d'une arthroscopie véritablement avec acromioplastie, d'autres qui ont bénéficié d'une arthroscopie mais sans rien faire à l'intérieur, ça s'appelle une sham surgery, c'est-à-dire une chirurgie placebo, où on rentre vraiment dans l'épaule, il y a vraiment des cicatrices, le patient pense qu'il a eu une chirurgie, et en fait, le chirurgien n'a rien fait à l'intérieur. Et d'autres patients encore qui n'ont rien eu. C'est plus de 300 patients qui ont été comme ça randomisés. Et en fait, le résultat, c'est que 6 mois après les interventions, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes qui avaient bénéficié de la chirurgie, ni en termes de douleur, ni en termes de fonction. Et il y avait un petit bénéfice par rapport au groupe qui n'avait pas eu de chirurgie, mais ce bénéfice-là, eh bien, il n'était pas cliniquement très important. Donc, on commence à se dire, ben, est-ce que l'arthroscopie, en fait, est-ce que l'acromioplastie, pardon, elle a véritablement un intérêt chirurgical pour traiter ces pathologies-là? Là, on est en train de parler, bien sûr, d'acromioplastie isolée. C'est-à-dire qu'on ne répare pas, les chirurgiens ne réparent pas des tendons et ils associent ça à une acromioplastie. En fait, ils font une acromioplastie isolée chez des gens qui souffrent de l'épaule, de bursite, de tendinopathie, de choses comme ça. Alors, le conflit sous-acromial, le terme d'impingement syndrome, il a été décrit par Neer et ce terme-là, ben, il est en train de changer. Quand vous regardez la littérature, vous trouvez régulièrement le terme de subacromial pain syndrome. Vous trouvez d'autres termes comme rotator cuff related shoulder pain, qui est proposé par Lewis, qui veut dire douleur en lien avec la coiffe des rotateurs, douleur d'épaule référée en lien avec la coiffe des rotateurs. Subacromial pain syndrome, ça veut dire syndrome de douleur sous-acromiale. Ces termes-là, en fait, ils mettent l'accent un peu plus sur la douleur et un peu moins sur le conflit. Et ça a peut-être un intérêt. Parce que dès qu'on parle d'impingement syndrome ou de conflit, eh bien, on est sur un concept qui est purement mécanique. On dit, vous bougez le bras, il y a un frottement mécanique et vous allez user vos tendons, vous allez user votre coiffe des rotateurs et puis vous allez finir par l'abîmer de toutes les façons. Si on a un concept mécanique, ben, c'est plutôt réglé mécaniquement. Et du coup, ça va favoriser la chirurgie. Parce que si on dit que l'acromion, il frotte sur des tendons et de la bourse, ben, c'est compliqué de faire autrement que de le raboter pour que ce conflit cesse. Alors, on peut toujours dire qu'on peut rabaisser la tête humérale, etc. Mais bon, c'est quand même très limité par rapport à un chirurgien qui interviendrait et qui raboterait complètement l'os. Si on parle de subacromial pain syndrome, eh bien, le concept, en fait, la dénomination, elle n'est pas mécanique et elle inclut la douleur, qui est quand même le premier facteur pour lequel le patient vient nous voir. Un patient ne vient pas nous voir en nous disant « j'ai un acromion qui frotte sur mes tendons ». Le patient vient nous voir en disant « j'ai mal à l'épaule ». Et on lui dit « c'est parce que votre acromion frotte sur les tendons ». Là, quand on a une appellation qui est plus de l'ordre du syndrome, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de symptômes avec de la douleur, bien déjà, ça va être une approche multimodale qui va probablement l'aider à être traité. Et donc, ça va plutôt favoriser le traitement conservateur. Donc, les termes qu'on emploie ne sont pas si anodins que cela. Alors, le conflit, il n'a pas dit son dernier mot. Parce que malgré toutes ces études, bien, les chirurgiens, ils avancent. C'est ça la force des chirurgiens, c'est qu'ils produisent. Ils produisent de la recherche clinique. Et nous, en kinésithérapie, souvent, on est spectateurs de tout cela pour le moment. On a du mal à produire de la connaissance, sauf les connaissances qu'on va voir là, juste après. Alors, pourquoi je dis que le conflit n'a pas dit son dernier mot? C'est que depuis quelques temps, on parle, depuis quelques années, du critical shoulder angle. C'est quoi ce critical shoulder angle? Eh bien, c'est cet angle-là que l'on voit sur une radio et qui passe par la tangentielle de la glène. Vous voyez ici, il y a un trait qui est tangent à la glène et puis un autre trait, une autre droite qui va passer par l'acromion, le bout de l'acromion. Et cet angle-là, eh bien, il semblerait avoir en fait un impact sur les douleurs d'origine sous-acromiale, voire sur l'usure des tendons. Alors, le critical shoulder angle, il a été décrit, il est décrié, bon, mais il y a quand même une petite tendance qui sort et qui dit que normalement, ce critical shoulder angle, il devrait être autour de 33 degrés dans la population. Et ce n'est pas la notion d'acromion crochu, d'acromion pointu, etc., qu'avait décrit Bidigliani il y a pas mal d'années, et qui ne montre pas de corrélation, la forme, avec les usures qui sont sous l'acromion,
D'autant que la forme, c'est assez subjectif. Là, c'est un angle, ça se mesure, et normalement, quand la radio est bien faite, l'angle, il est assez fiable. Le critical shoulder angle, en fait, quand il est trop large, vous voyez ici, il y a un angle de 44 degrés, et bien ça semble être un facteur de risque ou peut-être quelque chose qui est corrélé avec des gens qui ont des ruptures de coiffe. C'est-à-dire que, alors, on ne sait pas si c'est une causalité, hein, vous savez que corrélation n'est pas causalité, mais lorsqu'on a un angle ouvert, eh ben, on retrouve plus de ruptures de coiffe. Et lorsqu'on a un angle qui est fermé, donc moins de 28 degrés, eh bien, c'est associé cette fois-ci à l'omarthrose primitive, l'omarthrose centrée. C'est intéressant parce qu'on l'appelle primitive, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle vient, cette omarthrose. Et curieusement, on retrouve chez les gens qui ont une omarthrose primitive, eh bien, apparemment, un acromion qui est plus court. Peut-être que c'est lié, peut-être que ce n'est pas lié, mais en tous les cas, ce sont deux phénomènes qu'on retrouve ensemble. Du coup, si on a un acromion qui forme un angle large et qui est associé aux ruptures de coiffe, aux tendinopathies, aux bursites, et même aux ruptures après suture de coiffe, hein, lorsque l'angle est large, il y a un risque plus élevé de rupture. Alors, l'hypothèse, c'est peut-être que l'acromioplastie, elle devrait être latérale au niveau de l'acromion pour réduire l'angle. Or, jusqu'à présent et pendant des années, ce qu'avait décrit Charles Neer, c'était en fait de raboter l'acromion par l'avant. Alors, peut-être qu'en fait, il fallait le raboter sur le côté. Donc, on va voir, à mon avis, publier pas mal d'études ces prochaines années pour voir si l'acromioplastie latérale a un intérêt dans les douleurs d'origine sous-acromiale. En attendant, on a quand même, nous, des données qui sont relatives au traitement le plus efficace. Bien, en fait, quand on regarde des données de la littérature, des revues systématiques et des méta-analyses, eh bien, on se rend compte que le traitement qui est le plus efficace, c'est le traitement lié à la mise en œuvre d'exercices. Voilà. C'est quand même ce qui se dégage le plus. Ce traitement-là semble être plus efficace avec des exercices spécifiques, en tous les cas dans cette revue de la littérature, même si tout à l'heure je vais me contredire. Et puis, comparé à un placebo, c'est plus efficace. Et la thérapie manuelle, eh bien, ça a l'air également plus efficace dans le traitement des douleurs d'origine sous-acromiale, et notamment lorsqu'elle est combinée avec des exercices. Voilà les grosses tendances. En gros, si vous avez cette connaissance-là aujourd'hui, bon, bah, vous pouvez aller dîner maintenant. Parce que c'est le gros de ce qu'on peut dire. On peut dire que le conflit sous-acromial ne se règle pas très bien par l'acromioplastie. En fait, il peut se régler effectivement, mais il y a des thérapies qui sont non invasives qui vont être aussi efficaces. Donc, on va plutôt être sur le non invasif, ça coûte moins cher, c'est moins dangereux. Et globalement, dans les thérapies non invasives, ce sont la mise en œuvre des exercices qui semblent être la plus efficace. Et la thérapie manuelle, ça semble apporter un petit plus. Voilà. On peut s'en passer, mais ça apporte un petit plus, notamment à court terme, pour diminuer la douleur. Les injections de cortisone sont également des thérapies qui sont courantes, qui sont souvent préconisées et qui peuvent être, lorsqu'elles sont éco-guidées, d'accord, avec une échographie, pour taper bien dans la bourse et pas dans les tendons, ça peut être une thérapie qui peut aider. Dans mon expérience, je fais faire infiltrer de moins en moins les patients sur des bursites et des tendinopathies simples, sauf dans des cas extrêmes, lorsqu'il y a des très grosses bursites, notamment dans les tendinopathies calcifiantes qui se dissolvent dans la bourse. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quelques années, je faisais beaucoup infiltrer mes patients et depuis en fait que je fais faire beaucoup plus d'exercices aux patients, j'ai l'impression que j'ai moins besoin de les infiltrer. Voilà. Alors, les modalités d'intervention en kinésithérapie de l'épaule en fonction du niveau de preuve. Eh bien, on a dans kinésithérapie, on peut mettre en œuvre les traitements actifs et l'éducation thérapeutique, les thérapies manuelles et les agents physiques, tout ce qui va être ultrasons, ionophorèse, laser, ondes de choc, toutes ces choses-là qu'on peut mettre en plus. Eh bien, plus on va monter vers les traitements actifs, plus on est sur des niveaux de preuve forts, plus on est sur les agents physiques, plus on est sur des niveaux de traitement faibles, et plus on est sur de la thérapie manuelle, plus le niveau de preuve est faible, et la thérapie manuelle seule, à l'évidence, c'est vraiment pas ce qui va permettre d'améliorer les patients. Donc, on ne peut pas se contenter aujourd'hui, chez quelqu'un qui vient nous voir pour un conflit sous-acromial, pour une douleur d'origine sous-acromiale, de lui administrer qu'un traitement passif de massage, de thérapie manuelle. Ça n'est pas suffisant et ce ne sera pas le meilleur traitement. Alors, si on regarde un petit peu ce que font les exercices,
quels sont les traitements qui sont mis en œuvre et qui fonctionnent, hein, dans cette revue de la littérature. Donc, c'est une revue qui a analysé pas mal de papiers pendant 25 ans. On retire, en fait, après avoir sélectionné beaucoup d'articles, plus de 4800 articles, on en retire 5, 6 articles avec 5 revues de la littérature. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est toujours les mêmes, Ludwig, Borstad, Ketola, Lombardi, etc., qui ont regardé ce qui se faisait le mieux et qu'est-ce qui fonctionnait, en fait, pour le traitement du conflit sous-acromial. Qu'est-ce qu'on en dégage? Eh bien, sur ces 5 papiers, il y en a 5 sur 5 qui préconisent des exercices actifs de renforcement des muscles de la coiffe des rotateurs. Il y en a 3 sur 5 qui parlent de renforcement des stabilisateurs de la scapula. Les exercices, en fait, ils sont très variés. Hein. Ils peuvent être contre résistance progressive la plupart du temps, en chaîne cinétique ouverte, CCO, ou en chaîne cinétique fermée, c'est-à-dire en appui. La fréquence des traitements est variable. Parfois, c'est une fois par jour, parfois une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Donc, on a une grande variabilité dans la mise en œuvre des traitements en fonction des protocoles de rééducation. Et vous voyez que tous parlent du renforcement de la coiffe des rotateurs et que la majorité parle du renforcement des stabilisateurs de la scapula. Également, on a des articles qui parlent d'étirement, d'accord, et je vous montrerai lesquels, notamment du petit pec et des structures postérieures. Les programmes sont mis en œuvre la plupart du temps entre 3 et 12 semaines. Donc, le traitement de 12 semaines, c'est quand même ce qui ressort le plus souvent. Ça veut dire que ça fait 3 mois. Et donc, pour traiter correctement un conflit sous-acromial, il faut 3 mois de traitement, à mon avis, pour non pas estomper la douleur, parce que la douleur, elle doit s'estomper beaucoup plus rapidement, en 1 semaine ou 15 jours au mieux, mais pour que l'épaule, elle soit beaucoup plus forte et fonctionnelle. Et puis, les protocoles, ça variait entre la supervision par un kiné 2 fois par semaine à un protocole à domicile sans kinésithérapeute. D'accord? Donc, c'est très variable, en fait, les protocoles. Et puis, c'est comparé soit à un autre programme, soit à de la chirurgie, soit à une infiltration, soit à rien du tout en face. Et donc, les protocoles, ben voilà, les exercices qu'on peut montrer, c'est souvent des exercices avec des élastiques, hein, pas que, mais beaucoup. Vous voyez ici des exercices qui renforcent le plan postérieur de l'épaule avec un élastique vert, donc c'est déjà un peu costaud. C'est un patient qui est plutôt en fin de traitement. Il a commencé avec un élastique rouge et puis il arrive à un élastique vert sur des rotateurs latéraux, sur des abductions. Vous voyez à droite, c'est un travail qui est assez classique de rotation latérale, qui n'est pas le plus pertinent à mon avis, mais qu'on voit beaucoup dans la littérature, donc on ne peut pas ne pas le montrer en exercice. Des exercices, vous voyez, qui vont solliciter ici avec des petites haltères tout le plan postérieur, travailler les muscles stabilisateurs, également les muscles de la gléno-humérale. Ici, on a des exercices qui vont travailler aussi la poussée en élévation, en fait, hein, le travail de la coiffe du deltoïde. Le travail des rotateurs latéraux, on le travaille également dans une position de RE2. C'est plutôt pour les patients sportifs qu'on décrit ce genre de choses. Là, vous voyez qu'ils travaillent lentement, mais on peut imaginer aussi un exercice avec, plus de vitesse. Des exercices ici, les muscles stabilisateurs, là, vous voyez, on travaille sur le dentelé, comme ça. Je vais enlever le son parce que je ne sais pas si vous êtes dérangé par le son de votre côté. Des exercices avec des déstabilisations sur ballon. Voilà. Parce qu'on peut travailler aussi le gainage. Hein. Il semblerait que le travail aussi du tronc, des membres inférieurs, a une importance aussi dans la rééducation suivant les patients. Travail d'élévation pure contre résistance. Hein. Un patient qui a du mal à lever son bras, en fait, ben, on lui met une résistance et on le fait travailler contre une résistance. Il vient, il vous dit « je ne peux pas lever le bras parce que j'ai mal ». Eh bien, on lui met une résistance et on lui fait lever le bras quand même dans un secteur d'amplitude qui lui permet de le faire. Et en ce sens, vous allez réactiver les muscles de la coiffe comme c'est stipulé dans les revues de la littérature. On peut arriver à des choses beaucoup plus difficiles avec ici un TRX, comme vous le voyez, et puis des exercices aussi en chaîne fermée. Hein. Voilà, donc on encourage nos patients. Vous voyez qu'ici, bien évidemment, tous nos patients ne vont pas faire ça, mais certains patients vont avoir besoin bien d'avoir de la force parce qu'ils font du sport de haut niveau ou parce que leur métier, comme le cas de ce patient-là, c'est pour son métier qu'on fait ce genre de choses parce qu'il travaille dans la police et dans les forces d'intervention. Et donc, il ne peut pas se permettre de rentrer et de retourner à son travail juste en levant les bras comme ça et en disant bon, bah, c'est bon, je peux mettre les mains derrière la tête. Ce n'est pas suffisant. Donc, on va adapter l'intensité des exercices à la fonction aussi et aux nécessités du patient.
Les étirements qui sont régulièrement décrits sont ces étirements-là. Vous voyez en bas l'étirement du grand pec, du petit pec, c'est souvent décrit. Et puis, en noir et blanc, vous avez les étirements du cross-arm stretch, l'arrière de l'épaule, et puis en haut à gauche, le slipper stretch, qui est régulièrement décrit aussi dans les douleurs d'origine sous-acromiale, les conflits d'épaule, postérieures plutôt. C'est plutôt, à mon sens, dédié aux sportifs et aux jeunes. C'est un étirement qui a tendance, à mon sens, à réveiller un petit peu la douleur chez les gens qui n'ont pas des épaules jeunes. Donc, je ne vous conseille pas de faire celui qui est en haut à gauche chez les gens qui ont plus de 45 ans, 40 ans et qui ne sont pas sportifs. Ça n'a pas trop de sens. C'est plutôt pour des sportifs du lancer. En revanche, celui de droite, il a l'avantage d'être peu douloureux et en plus d'avoir le même effet que celui qui est en haut à gauche. Grosso modo, il vous fait gagner de l'adduction et de la rotation interne. Donc ça, c'est des étirements qu'on retrouve régulièrement. Quoi dire d'autre? En conclusion, qu'est-ce qu'on a quand on compare tous ces protocoles-là que je vous ai décrits? En gros, les résultats sont positifs en termes d'amélioration de la fonction et de diminution des douleurs à court terme, moyen terme et long terme. Donc, en gros, voilà, ces protocoles de rééducation, c'est le top niveau. Donc, il faut vraiment vous sentir à l'aise lorsque vous avez un patient qui arrive au cabinet avec une douleur, un conflit sous-acromial. Il n'y a aucune raison d'avoir peur puisque vous constituez le meilleur des traitements. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur lesquels on est les meilleurs. Celui-là, on est les meilleurs. D'accord? Si quelqu'un arrive avec une instabilité d'épaule, ce ne sera pas tout à fait pareil. Mais sur le conflit, on est vraiment bon à condition de mettre en œuvre ce qu'on vient de voir. Et c'est pour ça que j'ai axé la première partie sur ces exercices-là, parce que c'est ça qu'il faut retenir. Si vous ne retenez que ça, ce n'est pas grave. Si vous ne retenez que la suite, ça le sera un petit peu plus, notamment tout ce qui concerne la thérapie manuelle. Je vous ai quand même mis là ici une revue de la littérature avec méta-analyse sur y a-t-il un intérêt à faire plus des exercices spécifiques par rapport à des exercices globaux, d'accord, pour les douleurs d'origine sous-acromiale. Eh bien, comme toujours, quand on fait des méta-analyses, c'est compliqué de dégager une tendance, surtout en kinésithérapie, où on est sur des thérapies qui ne sont pas médicamenteuses, qui ne sont pas très bien dosées. On dit qu'il faut tirer sur un élastique, on ne sait pas combien, on ne sait pas quelle résistance. C'est un peu compliqué tout ça, de mettre en évidence une vraie plus-value. Eh bien, quand on fait des méta-analyses comme celle-là, eh bien, comme les recherches, les articles, les revues qui sont analysées, les papiers qui sont analysés sont de faible qualité méthodologique, eh bien, on ne peut pas dégager une supériorité d'exercices spécifiques par rapport à des exercices généraux. Et je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a une tendance actuelle qui est de dire tout se vaut en kiné. La kiné, c'est aussi bien que la chirurgie. Tu fais faire du vélo à ton patient, tu fais faire des exercices d'épaule, il aura moins mal aux épaules. Tu lui fais tirer dans un sens, tu lui fais tirer dans l'autre sens, il aura moins mal aux épaules. Tu lui tires sur l'épaule dans un sens et dans l'autre, ce sera pareil. Ce n'est pas tout à fait juste quand même. À un moment donné, il y a ce que dégagent les méta-analyses et puis il y a dans la réalité un patient qui est ce patient-là qui va être amélioré par un exercice en particulier qui va peut-être être le même que celui d'à côté, mais peut-être pas le même que celui d'avant. Et il faudra trouver l'exercice qui lui fera du bien à lui, la thérapie manuelle qui lui fera du bien à lui. Et là, il n'y a pas de recette pour ça. Ça va être votre expérience qui va vous guider aussi. Vous avez des grandes tendances, puis après, il faut vous débrouiller avec votre examen clinique, parce qu'il n'y a pas de recette. Donc, la thérapie manuelle dans tout ça, eh bien, elle montre un intérêt, effectivement. Quand on lit des papiers, eh bien, la thérapie manuelle semble être supérieure au placebo, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elle est associée à des exercices, et notamment sur l'effet immédiat. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de ne pas se contenter de ça. C'est que la thérapie manuelle ne va que vous permettre de passer à l'étape d'après, de passer à l'étape des exercices. Elle n'est pas indispensable pour ça. Vous pouvez très bien engager un traitement directement par des exercices, si vous le jugez utile, si vous pensez que votre patient il peut tolérer les exercices, si vous trouvez le bon exercice. Mais si vous faites de la thérapie manuelle, ça peut parfois vous permettre de passer le cap chez des patients qui seraient peut-être un peu trop douloureux, qui auraient trop peur ou je ne sais quoi, parce que vous jugez utile qu'un peu de thérapie manuelle, ça peut les aider. Mais c'est à court terme. Ce n'est pas un effet mécanique de je replace une épaule. On ne replace pas des épaules. On a probablement, grâce à la thérapie manuelle, un effet neuromodulateur sur les épaules. C'est ce qu'on pense comprendre. On pose notre main sur le patient, déjà ça va mieux. C'est probablement parce qu'il y a des récepteurs sensitifs, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau du cerveau par rapport à la main qui se pose sur l'épaule, il y a des glissements qui vont s'opérer, qui vont provoquer des choses réflexes
au niveau de l'épaule, qu'on ne contrôle pas vraiment. Hein, on ne peut pas forcément dire exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais ça a l'air d'avoir de l'effet. Donc ça, c'est super. Alors voilà quelques images de ce qu'on peut faire en thérapie manuelle. Globalement, les glissements postérieurs ont l'air d'être intéressants de la gléno-humérale. Donc vous pouvez y aller. Dans mon expérience, si je peux me permettre de vous la donner, j'ai rarement déclenché des douleurs le lendemain d'une séance à cause d'exercices quand on respecte le fait que le patient ne doit pas avoir une augmentation de ses douleurs à la fin de sa série. Si vous respectez cette règle-là, normalement, votre patient ne va pas flamber après sa séance. En revanche, j'ai eu beaucoup de fois des flambées de douleur par de la thérapie manuelle. Parce qu'on dose beaucoup moins ce que l'on fait, votre patient est complètement relâché. Et quand on fait des glissements de la tête humérale dans la glène, on ne contrôle pas très bien ce qui se passe en dessous. Donc, il faut y aller très progressivement. N'y allez pas comme des bourrins, très tranquillement, très progressivement. Ça ne sert à rien de tirer sur un bras comme ça. Il n'a pas besoin de ça, le bras. Ce dont il a besoin, c'est de s'activer. D'accord Gardez bien en tête que tout ce que vous faites en thérapie manuelle n'a qu'un objectif, de faire lever le patient et de lui faire pousser, tirer sur des élastiques et des haltères pour que sa fonction revienne. Pareil, on a quelques données sur l'intérêt de mobiliser l'acromioclaviculaire. Vous pouvez mobiliser la clavicule, ça peut peut-être aider certains patients, pas tous, mais certains, ça peut les aider parce que peut-être que à certains endroits, on a des glissements qui ne s'opèrent pas bien, des tensions autour de la clavicule qui fait que ça ne bouge pas très bien et la clavicule a besoin de bouger et peut-être que ça majore la compression dans l'espace sous-acromial en tous les cas. Parfois, lorsque vous mobilisez une clavicule, c'est pareil. Par un effet neuromodulateur, par un relâchement des tissus, eh bien, ça fait du bien au patient. Et tant mieux si ça lui fait du bien, mais ce n'est pas un traitement, ça. C'est juste quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. S'agissant de la colonne vertébrale, parce que l'épaule, ce n'est pas que l'épaule, que la gléno-humérale, ce n'est pas que la clavicule, il y a aussi la colonne vertébrale. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que les gens qui sont enroulés comme ça, vous voyez, ce que l'on sait, c'est qu'ils ont du mal à lever les bras haut. Voilà, globalement. Quand vous êtes enroulé et que vous êtes en kyphose thoracique, d'accord, ce qui est différent d'une posture enroulée, parce que la posture enroulée, on peut la redresser parfois, alors que la kyphose qui est marquée, qui est fixée, elle limite l'amplitude des bras vers le haut. Là, voilà, c'est ce qu'on dégage. En revanche, on ne peut pas dire que parce que la personne elle est enroulée, elle va avoir plus mal aux épaules. Et donc, ces dernières années, on a fait beaucoup de protocoles. On a regardé si manipuler les dorsales, manipuler les thoraciques par des manipulations vertébrales de thérapie manuelle. Est-ce que ça apportait une plus-value sur les douleurs d'épaule? C'est pas terrible. Si ça fait quelque chose, c'est pareil, ça va être à court terme. C'est jamais une solution en soi. Après, travailler sur la souplesse du dos par des exercices, ça peut avoir du sens suivant les patients. Si vous avez un restaurateur qui est enroulé et qui passe son temps à mettre des casseroles vers le haut, ou quelqu'un qui fait de la grimpe dans la montagne, il y en a en Tunisie, des montagnes aussi, et qui est enroulé, peut-être qu'il aura besoin de lever les bras, ou parfois il y a des gens qui jouent au tennis et qui sont un peu enroulés, ils ont besoin d'assouplir leur thorax, parce que s'ils tirent trop sur leurs bras et qu'ils n'ont pas d'amplitude suffisante, alors peut-être là, on va majorer un risque d'irritation de l'espace sous-acromial. Voilà. Mais ce n'est pas clair, ça. Les patients, quand ils viennent nous voir, vous le savez, ils ont toutes leurs idées reçues. Ils disent j'ai mal à l'épaule parce que j'ai un tendon rompu, j'ai mon tendon qui est fissuré. Tout ça, c'est parce qu'on leur a dit ça. Ils ne le savaient pas avant. Donc, vous allez devoir détricoter tout ce que votre patient va vous dire et lui expliquer que, en fait, c'est pas parce qu'à l'imagerie, il a un tendon qui est abîmé que forcément sa douleur vient de là. C'est pas parce qu'à l'imagerie, il a une calcification dans le tendon que forcément sa douleur vient de là. Si on lui a dit de faire une infiltration, si c'est bien réalisé, c'est pas dangereux pour le tendon. Et puis ceux qui viennent que pour se faire masser, pour leur expliquer que c'est pas comme ça qu'on améliore une épaule. Voilà. On avait fait un petit poster comme celui-là sur la coiffe des rotateurs avec Geoffroy Nourrissat. Et voilà, pour expliquer aux patients. Dans vos salles d'attente, puisqu'il n'y a plus de magazines maintenant à cause du Covid, au moins les patients, ils ont des affiches qu'ils peuvent lire et peut-être s'instruire un peu plus sur leur pathologie. Et je vous dirai à la fin du topo aussi ce qu'on a construit avec les Polotop pour favoriser aussi votre prise en charge de vos patients. Voilà un exemple d'une patiente qui vient avec une douleur d'épaule, c'est une puéricultrice, elle vient pour une tendinite du sus épineux. Et elle en a travaillé depuis 6 mois pour ça. Vous voyez qu'ici,
elle a du mal à lever son bras droit, puis elle passe sur le côté. C'est un peu bizarre sa façon de lever le bras. Hein. Vous voyez, elle passe sur le côté comme ça, et puis elle lève le bras, et puis elle redescend difficilement. Elle ne peut plus soulever les bébés. Hein. Elle est puéricultrice, elle s'occupe des bébés. C'est compliqué pour elle. Alors, vous voyez ici, quelques minutes après, elle lève son bras un peu plus facilement. Voilà. C'est pas tout à fait correct encore son mouvement, mais c'est déjà mieux. Et puis encore un peu après. Et donc cette patiente-là, vous voyez, elle est contente, elle dit c'est incroyable, elle est contente de lever les bras. On n'a rien fait d'extraordinaire. C'est une patiente qui n'arrivait pas à activer sa coiffe des rotateurs, tout simplement. Et donc 100% de son travail, il était actif. Pour quelle raison? Parce que quand elle est arrivée, vous voyez la première vidéo, quand on la regarde bien, si elle a du mal à lever son bras, en réalité, elle a toutes ses mobilités passives. Elle est souple, son épaule. Et quand vous êtes face à une épaule souple, qu'est-ce que vous voulez faire en thérapie manuelle? Vous allez la masser pourquoi? Vous allez la mobiliser pourquoi? On fait ce genre de choses, en général, la thérapie manuelle, on la met en œuvre bien lorsque le patient il a un déficit de mobilité pour lui faire regagner sa mobilité. Et quand vous avez une épaule souple, il n'y a pas à mettre en œuvre de thérapie manuelle normalement, ou alors je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être encore pour un effet neuromodulateur, mais il va être très faible dans ce cas-là. Eh bien, une patiente à qui on met en œuvre un traitement de rééducation active, quelques exercices comme ceux que je vous ai montrés pour activer la coiffe, sa coiffe retrouve une fonction, elle est un petit peu plus active, elle lève le bras, elle retrouve son schéma neuromoteur qui est justement, qui n'est là que pour revenir, et les choses se passent bien. Voilà un autre patient ici, qui est inspecteur des impôts, donc en général, ceux-là, il faut bien les traiter. Donc il a mal à son épaule depuis 3 mois. Vous voyez, bon, j'ai masqué son visage, mais il fait des grosses grimaces quand il lève le bras, celui-là, le gauche, là, ça lui fait très mal. Et vous voyez à la descente, lorsqu'il descend son bras, regardez ici, il descend, et là, pas l'horizontale, ça fait très mal. Il est obligé de soulager son bras et de le ramener comme ça. Vous avez vu que lui, il n'a pas une épaule souple. Il lui manque des degrés. Hein, vous avez vu, il est un peu stressé. Alors, on va mobiliser son épaule. Lui, ça a du sens qu'on mobilise son épaule. Et quand on la mobilise, ben forcément, il y a un effet neuromodulateur, on assouplit l'épaule, on relâche certaines structures qui le gênaient, ben ça monte plus facilement, il apprend à descendre les bras, et ce patient-là, en fait, son gros problème, vous voyez quand il lève et qu'il monte les bras. C'est quoi son souci là? Il lève les bras tout doucement. Pourquoi il lève les bras doucement? Parce qu'il a une énorme kinésiophobie. Et le premier des traitements sur un patient comme ça, c'est de lutter contre sa kinésiophobie. Comment on fait pour lutter contre sa kinésiophobie? Il faut lui montrer qu'il peut lever le bras sans avoir mal. Donc, on va lui donner un petit peu, voilà, un peu d'aisance dans son bras, avec quelques manœuvres de thérapie manuelle qui ne sont pas compliquées, quelques glissements postérieurs, si vous voulez masser un peu la zone, masser un peu les contractures. Quand il va sentir que ça va mieux, déjà, ça va le calmer. Il va retrouver un peu sa fonction. Et là, vous voyez, après avoir fait ces mobilisations, et là, je vais lui dire, si vous écoutez bien, plus rapide. Voilà, quand vous levez les bras, vous voyez, il lève plus rapidement les bras. Eh bien, ça, c'est un signe qu'il faut regarder. Hein, quand vous examinez un patient qui lève les bras tout doucement comme ça, c'est un patient qui a mal, qui a peur souvent. Quelqu'un qui va bien, il lève les bras normalement, d'accord, à une certaine vitesse. Là, vous pouvez même évaluer cette vitesse, il y a des capteurs de vitesse. Donc, ce patient-là, ben, lui, ce n'est pas 100% de traitement actif, ça a été un peu de thérapie manuelle. Voilà. Puis, il y a d'autres patients qui présentent d'autres choses un peu plus bizarres, ce qu'on appelle des dyskinésies, comme ça, à l'arrière. Voilà, c'est un jeune homme qui a fait une chute en skateboard, qui a mal à l'épaule à la montée et à la descente, avec une grosse dyskinésie. Alors, on met les bandes de tape pour voir si ça l'améliore. Les bandes de tape, ce n'est pas un traitement, hein, vous avez compris. Hein. C'est juste pour voir si on peut stabiliser un peu plus son omoplate et voir si ça améliore un peu ses symptômes. Et puis, si ça l'améliore, ça veut dire qu'en stabilisant son omoplate, il aura moins mal. D'accord? C'est tout simplement ça. On essaye de modifier les symptômes de notre patient. Et là, en fait, comme ça l'améliorait, on a fait un bon traitement. Voilà, 100% actif. Et lui, ce n'est pas la même séance, là, vous voyez. Les autres patients, c'était la même séance parce que c'est rapide d'activer une coiffe, c'est rapide d'assouplir une épaule. Ça ne veut pas dire que le traitement, il est fini à la fin de la séance. Le traitement, il a duré 3 mois. Mais lui, le traitement, il a duré 4 à 6 mois. 6 mois, il a duré son traitement pour qu'il récupère une stabilisation de scapula. Il n'y a pas de magie dans l'épaule, d'accord? Et il n'y a pas de gens qui soient plus doués qu'un autre. Moi, je travaille exactement comme vous tous.
je vais faire des exercices à mes patients et soi-même, il faut être probablement un peu patient. Il faut avoir confiance dans ce qu'on fait aussi, d'accord, pour donner confiance aux patients à sa thérapie. Parce que vous savez que, attendez, je vais vous passer ça, mais si votre patient, voilà, je vais vous mettre ça d'abord. Si votre patient il a confiance dans sa guérison, eh bien, il guérira mieux. Et pour que votre patient il ait confiance dans sa guérison, eh ben, il faut que le médecin qui vous l'adresse, il dise à son patient, bah voilà, vous allez aller voir ce kiné là et vous allez vous faire traiter par ce kiné. Excusez-moi, je regardais de l'autre côté parce que vous avez un décalage avec la page Facebook. J'espère que vous voyez tout bien. Si votre médecin il adresse et il dit voilà, vous allez voir ce kiné va bien vous traiter, eh ben, le patient probablement il ira mieux plus facilement. Donc, créez des liens avec les médecins autour de vous, les prescripteurs. D'accord. Je voulais juste vous remontrer juste une petite chose sur les dyskinésies. Ne soyez pas trop focalisés dessus. Hein. Une dyskinésie, ce n'est pas forcément en lien avec les symptômes de votre patient. Essayez de modifier la dyskinésie que vous voyez. Vous voyez le jeune homme tout à l'heure, il avait la scapula qui se décollait. Collez-la avec vos mains, hein, ou si vous avez un rouleau de scotch qui traîne, ben vous faites comme moi, vous mettez du scotch dessus. Mais collez avec la main, bougez la scapula à l'endroit où vous pensez qu'elle devrait être et voyez si ça améliore votre patient. Si ça l'améliore, alors il y a des chances que votre rééducation nécessite d'être axée sur la stimulation de ces muscles-là. Et puis si ça n'améliore rien, c'est peut-être que ce n'est pas ça en fait et qu'il ne faut pas se focaliser nécessairement sur les positionnements de scapula, sur le fait qu'on a l'impression que ça bouge bien ou pas bien. D'accord? Donc, le raisonnement clinique que vous devez mettre en œuvre, ben, il est basé sur le fait que vous êtes des cliniciennes et des cliniciens. Et ça s'appuie sur votre examen avant tout, et un examen qui n'a pas la même finalité que celui du médecin ou du chirurgien. Donc, si vous travaillez avec des médecins et des chirurgiens, ce n'est pas la peine de reproduire exactement ce qu'ils font eux, parce qu'eux, ils n'ont pas le même objectif que vous lorsqu'ils traitent des patients. Votre diagnostic, il va être posé en fonction de la douleur de votre patient et de son handicap, et notamment de votre capacité à modifier ces symptômes-là. Si votre patient il a du mal à lever le bras, il faut essayer pendant votre examen clinique d'essayer de lui faire lever le bras un peu mieux. S'il a très mal, essayez pendant votre examen clinique de soulager un peu sa douleur. Et si vous arrivez à faire ça, ce n'est pas compliqué. Et si vous avez bien cet axe-là de traitement et d'examen en face des yeux, alors vous mettrez plus facilement en œuvre votre rééducation et vous allez pendant votre examen trouver l'exercice, la stimulation du muscle, le gain de mobilité, la stabilisation de la scapula qui permettra à votre patient d'aller un petit peu mieux. Et du coup, vous savez exactement ce qu'il faut mettre en œuvre pendant votre rééducation. Les tests que vous allez utiliser sont des tests qui visent à modifier justement ces symptômes-là. Ce n'est pas tant que ça pour savoir si c'est le sus-épineux qui est en souffrance, la bourse ou sous-épineux. D'ailleurs, je mets au défi quiconque de pouvoir me dire ça sur un examen d'épaule, de savoir si c'est le sus-épineux, la bourse ou le sous-épineux qui est en souffrance, juste parce qu'il va tirer dans un sens, dans l'autre sens, ou qu'il va baisser l'épaule. C'est trop emmêlé, les structures anatomiques, pour pouvoir différencier pendant un examen la structure en souffrance. Et d'ailleurs, je me demande si c'est véritablement utile de savoir quelle est la structure en souffrance. Et puis, la mise en œuvre de votre traitement, vous le savez, ça va nécessiter systématiquement une réévaluation. Donc, à chaque séance, il va falloir réévaluer votre patient, voir s'il est souple, voir s'il a gagné en force, etc. Le diagnostic que vous allez recevoir, c'est un diagnostic qui est structurel. Voilà, le médecin, le radiologue va vous dire ce patient-là, il a une rupture de la coiffe. Vous voyez, là, il y a un trou blanc, c'est une rupture de la coiffe des rotateurs. Et vous allez devoir dégager un diagnostic fonctionnel. C'est le vôtre de kinésithérapeute. Ce n'est pas le même. C'est deux diagnostics différents. D'accord? Mais alors, il faut quand même dire, parce qu'il y a une tendance en France, vous savez, ça comment dire, on a la chance d'être un pays qui a les moyens. Et donc, les patients passent beaucoup d'imagerie, peut-être trop d'ailleurs, mais ils passent beaucoup d'imagerie. Et alors, la tendance là, des kinésithérapeutes en France, c'est de dire oh là là, tout ce que dit l'imagerie, c'est n'importe quoi, il ne faut pas s'en soucier. Bon, alors je suis un peu caricatural peut-être quand je dis ça, mais il y a des gens qui sont très caricatureux dans le fait de dire on ne regarde plus les examens d'imagerie. Alors, moi, dans ma pratique, je vous assure que je ne regarde pas les examens d'imagerie en premier lieu, mais je les regarde quand même après. J'écoute d'abord mon patient, je regarde, je l'examine, etc. Et je vais regarder à la fin les examens d'imagerie quand il s'agit de conflits sous-acromial.
bien sûr, quand il s'agit d'une fracture, etc., il faut regarder les examens d'imagerie parce qu'en fait, nos traitements, ils sont complémentaires et nos diagnostics médicaux et de kinésithérapie sont complémentaires. Et de temps en temps, c'est pas mal de savoir que sur une radio ou une écho, il y a une calcification, justement. Hein. Très souvent, ça ne va pas être en lien avec les symptômes, mais de temps en temps, ça va être ça qui va gêner le patient. Et c'est bien de savoir qu'il y en a une de calcification. Et de temps en temps, c'est bien de savoir qu'il y a une rupture de tendon aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qu'il faudra opérer. Et on ne pourra pas dire, non, la kiné, c'est tout aussi bien, on n'a pas besoin. Non, il y a des gens qui auront besoin de se faire opérer. Donc voilà, ça, je vous l'ai dit. Alors, l'espace sous-acromial, donc c'est les tendinopathies de la coiffe, hein, c'est vraiment ça, les pathologies les plus fréquentes. On a fait un livret avec les polotopes dans lequel il y a plein de choses, des explications. C'est pour les patientes et les patients. Et alors, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous annoncer, c'est voilà, c'est pour les Tunisiens et les Tunisiennes en primeur. Et puis tous les Français qui sont là aussi, tous les étudiants, j'espère que ça vous aidera. On a créé enfin un site Epolotop avec l'adresse epolotop.com. Donc, vous pouvez taper ça sur la barre directement de votre navigateur. N'allez pas le taper dans Google parce qu'il a été mis en ligne ce soir, là, il y a 1 heure, donc il n'est pas encore référencé sur Google. Et comme vous le voyez sur la barre des menus, sur ce site internet, les patients vont trouver plein d'informations sur leur pathologie. Vous allez pouvoir trouver, vous, en tant que kinésithérapeute, des vidéos, des ressources, des livrets. Vous pourrez trouver aussi en bas de la page d'accueil des articles scientifiques. Il va être énormément enrichi au fur et à mesure, des vidéos d'exercices, des vidéos de conférences. On a essayé de regrouper ici, de faire une plateforme de partage. Parce que ce qu'on souhaite, c'est de diffuser le plus largement la connaissance et pour que voilà, les chirurgiens, les médecins, les kinésithérapeutes puissent travailler ensemble et qu'en gros, les patients ils soient bien traités, tout simplement. C'est ça l'objectif au final. Si vous imaginez qu'il manque des choses sur le site, n'hésitez pas à me l'envoyer, de m'envoyer un petit mot sur les polotopes. Si vous voyez, parce qu'on n'a mis que des articles scientifiques en accès libre, on ne peut pas mettre des articles comme ça qui ne soient pas en accès libre. Donc, il y en a déjà pas mal, surtout en anglais, hélas. Il n'y en a pas beaucoup en français. Et si vous avez, on a mis des thèses et des mémoires en français, des mémoires de kiné, des thèses de doctorat sur l'épaule. Si vous avez des articles intéressants en accès libre, si vous trouvez qu'il y a une pathologie qui manque, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, c'est un échange. Cette plateforme, elle est faite pour vous, kinésithérapeutes, et pour vos patients. Donc, si vous sentez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on essaiera le plus vite possible de modifier ça. Voilà. Vous pouvez nous suivre donc sur Facebook, ça vous le savez, Epolotop, et puis la chaîne YouTube également que vous retrouverez aussi en accès par le site dont je vous ai parlé. J'espère que ce topo vous aura un peu éclairé sur le conflit sous-acromial. Je vais relaisser la parole à Item. Voilà, j'ai fait 3/4 d'heure, c'est pas mal. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, que ce n'était pas trop long. Si vous avez des questions, voilà, Item, il est là pour me les transmettre. Merci Frédéric pour cet exposé très riche qui a bien englobé beaucoup de sujets concernant la rééducation du conflit sous-acromial et donc des différentes nouveautés et études concernant ce sujet. Bon, il y a beaucoup de questions, mais il y a une question qui se répète beaucoup concernant le renforcement musculaire pour les malades, donc pour les différents malades. Il y a une question tout d'abord qui parle des différents âges. Est-ce que, par exemple, les malades qui sont âgés avec une épaule dégénérative, est-ce que c'est autorisé de faire le renforcement? Ici, on ne parle pas de sujet sportif, bien sûr. Par contre, est-ce que aussi ce renforcement peut être statique ou dynamique? La deuxième question. Et la troisième question, est-ce que le déclenchement de la douleur peut ce déclenchement de la douleur nous oblige à arrêter le renforcement ou on continue le renforcement tout en surveillant l'état de notre malade? Toutes ces questions me font très plaisir, Item, parce que ce sont des questions qui sont basées sur les exercices plus que alors quelle structure il faut masser, quelle structure il faut mobiliser, etc. Donc, comme première question, moi, ça me satisfait. Ça veut dire que le message que j'ai essayé de faire passer, il est bien passé, ou alors il était déjà connu de tout le monde, et ça, c'est une bonne chose. Alors, les modalités en fait d'exercice, il n'y a pas vraiment de règles, mais en revanche, il y a un maître mot, c'est la progressivité. Voilà, il y a une progressivité nécessaire
sur les 3 mois, si on considère qu'il y a 3 mois de rééducation sur un conflit, eh bien, sur 3 mois, il faut une progressivité dans les exercices, dans l'intensité, dans le nombre de répétitions, dans le temps que vont réaliser les patients les exercices. Donc, la progressivité, vous la choisissez sur certains facteurs. Moi, je vous conseille de ne pas sauter sur des choses qui sont trop dures, même si le patient est capable de les réaliser tout de suite, et de décharger un petit peu le tendon puisque la zone est irritable. Est-ce que quand le patient a mal, ça veut dire on arrête tout? Probablement non, parce qu'il y a douleur et douleur. On sait aujourd'hui que la douleur, elle n'est pas interdite lorsqu'on rééduque l'épaule, mais il y a peut-être des critères qu'il faut respecter ou en tous les cas qu'il faut suivre. Par exemple, il semblerait qu'il vaut mieux rester sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10, en dessous de 5 pendant qu'on fait les exercices si ça déclenche la douleur. Bon, moi, j'avoue ne pas dire à mon patient à combien vous êtes de douleur. Ah, vous êtes à 6, alors on arrête. C'est plutôt la façon dont mon patient va tolérer sa douleur. Est-ce que cette douleur, elle est vive? Est-ce qu'elle lui rappelle l'accrochage qu'il avait? Vous voyez la douleur, aïe, ça fait mal quand le patient lève le bras et que ça lui fait un coup vif. Ou est-ce que quand il tire, ça fait mal? Comme n'importe qui pourrait ressentir une douleur, même sans problème d'épaule, si vous allez faire du sport, si vous faites des pompes, au bout d'un certain temps, vous aurez mal au bras parce que vos muscles se contractent. Et là, le patient, il est faible, ça fait longtemps qu'il ne bouge pas ses bras, souvent il a peur, et donc ça provoque un peu plus de douleur. Donc, la douleur en soi n'est absolument pas contre-indiquée. Et je pense que le critère de choix, c'est de dire, il faut se dire que lorsque le patient arrête sa série d'exercices, il faut que la douleur, elle s'arrête. Voilà. Pendant qu'il tire sur un élastique, pendant qu'il soulève une haltère, pendant qu'il fait des exercices sur le ventre, peu importe, ou sur un mur, ça peut faire un peu mal. Quand il remet les bras le long du corps, la douleur, elle doit s'arrêter et permettre de faire la session d'après. Et je pense que quand on respecte ce critère-là, on se garantit un minimum de ne pas avoir une épaule qui flambe. Quant à savoir les épaules dégénératives, tout le monde peut faire des exercices. À 90 ans, on fait des exercices. D'accord? Et j'ai de temps en temps des questions qui me sont posées, qui sont très intéressantes. Est-ce que quand quelqu'un a un tendon qui est abîmé, est-ce que quand quelqu'un a une rupture de coiffe, qu'on lui fait faire des exercices contre résistance, est-ce qu'on n'aggrave pas sa rupture? Est-ce qu'on n'aggrave pas sa lésion? C'est très pertinent comme question. Il y a plein de chirurgies qui nous préconisent de ne pas tirer sur des élastiques en disant c'est dangereux pour la coiffe. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a aucune donnée à ma connaissance qui le dit. J'ai envoyé des messages un peu partout à des biomécaniciens, même au Japon, parce qu'ils sont très forts en biomécanique. J'attends. Il n'y a pas, même Itoi, qui est un des meilleurs chirurgiens sur l'épaule, n'a pas de données qui permettent de dire que si on a une rupture de coiffe petite, on fait des exercices. À cause de ces exercices, la rupture de coiffe va s'élargir. Donc, tant qu'on n'a pas de données, eh ben, ça veut dire qu'on peut y aller. Et il n'y a pas de principe de précaution. Voilà. Voilà, merci. Une question concernant les techniques de thérapie manuelle qu'on peut utiliser ou qui sont bien détaillées dans les études. Est-ce qu'on parle de techniques de recentrage articulaire et quel type de technique? Voilà. Alors, les termes qu'on utilise quand on fait de la thérapie manuelle, peu importe. Mais si vous utilisez le terme de recentrage, les anglo-saxons, ils ne vont pas vous comprendre. En revanche, si vous utilisez les termes de mobilisation, de glissement, sur toute la planète, on vous comprendra. D'accord? C'est-à-dire que mobilisation, glide, ce sont des mots qui sont utilisés dans le monde entier quand on parle d'épaule. Donc, il n'y a pas, si on commence à parler de recentrage d'épaule, on va avoir l'impression qu'on replace l'épaule et je vous ai dit, ce n'est pas vraiment ça ce qui se passe. Il y a probablement des muscles qui sont un peu tendus, on va les relâcher par une action de glissement mécanique, on va relâcher les muscles et l'épaule va retrouver un fonctionnement qui est à peu près normal si on arrive à activer les muscles derrière. Donc, c'est plutôt des glissements dans la gléno-humérale et comme je l'ai dit, plutôt des glissements postérieurs. À mon sens, ça ne sert à rien d'utiliser les termes de recentrage et de décentrage, etc. parce que ça rentre dans la tête des patients et les patients, ils ont l'impression qu'ils ont un truc qui ne marche pas bien dans leur épaule. Si on leur dit, j'ai mobilisé votre épaule, je l'ai assouplie, parce que c'est en réalité ce qui s'est passé, je crois que les patients comprennent qu'après, quand ils rentrent à la maison, ils peuvent s'assouplir l'épaule, tout simplement. Et concernant ces techniques, en les comparant avec la méthode CGE de M. Terimac, est-ce qu'on trouve une ressemblance entre les différentes techniques? Ben, vous savez, une mobilisation de l'épaule, que vous la fassiez en France, en Tunisie, en Australie ou en Amérique, c'est la même chose. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que le niveau de preuve de la thérapie manuelle, il n'est pas élevé. Déjà, quand on prend la thérapie manuelle. Si vous regardez maintenant dans le détail une technique, il est impossible de dire qu'une technique de glissement qui va être orientée de telle façon va être supérieure dans son effet à une autre technique qui va être orientée de telle façon. La seule chose qui se dégage, c'est que les glissements postérieurs ont l'air plus intéressants que les glissements antérieurs. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous faites des glissements, vous pouvez dire que vous êtes en train de recentrer une épaule, vous pouvez dire que vous êtes en train de mobiliser l'épaule. Quoi qu'il advienne, c'est que vous allez l'assouplir un petit peu. Et vous avez vu qu'il y a certaines épaules qui n'ont pas besoin d'être assouplies. Donc, faire des glissements ou faire des recentrages, si vous voulez appeler ça comme ça, sur une épaule qui est souple, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est une recette qui ne sert à rien. Au contraire, toutes les épaules, je vous l'ai dit dans le topo, ont besoin de renforcement de la coiffe des rotateurs. Toutes. Toutes n'ont pas besoin d'être assouplies ou recentrées, ou comme vous voulez le terme que vous utilisez. Recentrer ou reprogrammer, ou la reprogrammation de l'épaule, donc différents. C'est pas pareil. Voilà, pas pareil. Une reprogrammation, c'est neuromoteur. D'accord? Le terme de recentrage, c'est un terme qui vise à dire qu'on améliore une cinématique articulaire, vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Donc, une reprogrammation neuromotrice, ben oui, dès qu'on va faire un exercice, il y a une reprogrammation neuromotrice de l'épaule. C'est par l'actif qu'on va le faire, pas par le passif. Exactement, exactement. Et voilà. Neuromoteur, donc moteur, oui. Hein, donc voilà. Il faut de l'actif. Concernant la technologie ou la nouvelle technologie qu'on voit beaucoup actuellement, on parle essentiellement des ondes de choc et l'apport des ondes de choc dans les tendinopathies de l'épaule, essentiellement, je pense, calcifiantes, et de la TKR-thérapie, ici, partout en Tunisie ou partout dans le monde. Je pense que les médecins parlent beaucoup de la TKR-thérapie. Moi, personnellement, je ne trouve pas d'effet important, mais donc, je demande votre expérience concernant les ondes de choc et la TKR-thérapie. Alors, les ondes de choc, j'ai une expérience puisque je les ai testées et il se trouve qu'il y a un niveau de preuve sur l'intérêt des ondes de choc dans le cas des tendinopathies calcifiantes, comme tu l'as dit. Donc, oui, il y a matière à utiliser les ondes de choc sur les tendinopathies calcifiantes. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'effet de taille, il n'y a pas une amélioration significative de la douleur des patients, des symptômes du patient, lorsqu'on utilise les ondes de choc sur des tendinopathies simples, en fait. Donc, sans calcification. Donc, il semblerait que vous n'ayez pas une plus-value de l'utilisation des ondes de choc par rapport à pas d'ondes de choc lorsqu'on traite une tendinopathie. En revanche, dans une tendinopathie calcifiante, ça a l'air d'avoir un intérêt. Maintenant, il peut y avoir des mauvaises surprises. Une calcification, quand ça se dissout, ça peut se dissoudre dans la bourse et provoquer des énormes bursites, des épaules hyperalgiques. Or, les percussions de l'onde de choc sur la calcification peuvent être à l'origine d'un épisode comme celui-là. Donc, ça a un intérêt. On ne sait pas identifier quelles sont les calcifications qui sont le mieux traitées par les ondes de choc parce qu'il y a des différentes catégories de calcification, des grosses, des rondes, des fines, etc. Et parfois, ça peut avoir un effet délétère. C'est bon pour la réponse? Oui, oui. Voilà. Donc, et pour que ça fonctionne sur les tendinopathies calcifiantes, il faut que ce soit des tendinopathies, des ondes de choc à haute énergie, avec 3000 coups, 3000 percussions sur plusieurs sessions. Voilà, c'est quelques données. Vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube. On avait fait un topo là-dessus. Et pour la TKR, on n'a pas de données là-dessus. On n'a pas de données. Donc, il y a un article intéressant qui est sorti dans Kinésithérapie, la revue, qui est une revue exploratoire de la littérature au sujet de la TKR-thérapie et qui dit qu'en gros, tout ce qu'on dit sur l'effet bénéfique de la TKR sont aujourd'hui des allégations dans le sens où on ne peut pas prouver ce genre de choses. On ne peut pas prouver que la TKR fait tout ce que les gens qui vendent la TKR disent qu'elle fait. Maintenant, je discute beaucoup avec des consoeurs et des confrères et ceux qui ont une machine à TKR me rapportent qu'ils aiment bien traiter les épaules avec et que ça fait du bien aux patients. Moi, je pense que quand on achète une machine plusieurs milliers d'euros, on a peut-être un biais aussi d'observation en se disant il vaut mieux que ça marche bien et notre patient, il a aussi envie que ça marche bien parce que ça nous ferait plaisir à nous aussi. Donc, je ne sais pas si la TKR en soi améliore les patients. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps
pour foncer tête baissée là-dessus. Voilà. Et pour le laser? Alors, il y a le low laser thérapie qui est souvent évalué sur les pathologies de l'épaule. Il semblerait que les dernières générations de laser apportent aussi un petit bénéfice, mais ce n'est pas énorme, hein, franchement. Hein. C'est-à-dire quand on regarde les données de la littérature sur ce que sont capables de dégager les exercices avec un élastique qui coûte 30 centimes, un laser qui coûte plusieurs milliers d'euros, une onde de choc qui coûte plusieurs milliers d'euros, une T-carte thérapie, franchement, en plus, le rapport, il est, je veux dire, à un moment donné aussi, on est des kinésithérapeutes et quand on achète une machine, ça coûte des sous. On est une entreprise, il faut faire attention à ce qu'on dépense. Et 5 000 ou 10 000 euros, si vous achetez que des élastiques, vous en avez pour 40 ans d'exercice d'élastique. Hein. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une plus-value. Et le laser, bon, il y a quelques données qui montrent, il y a certains articles qui montrent une petite plus-value, mais ce n'est pas énorme. De toutes les façons, il n'y a aucun de ces adjuvants-là qui, seul, apporte une solution à votre patient. Alors que les exercices, seuls, peuvent apporter une solution à vos patients. C'est quand même une différence. Hein. C'est toujours des adjuvants. Donc, on garde nos ultrasons seulement. Les ultrasons, alors sur l'épaule, c'est vraiment le truc qui a le moins montré de preuves. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'au moins, si vous passez des ultrasons, débranchez la machine, comme ça vous ferez des économies d'électricité. Voilà. C'est un conseil pour vous. Moi, je pense à vous, vous ferez des petites économies. Pour la planète, ce sera mieux en plus. Et finalement, pour les exercices de proprioception, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la proprioception commence en chaîne ouverte, en chaîne fermée? Tout dépend du malade, tout dépend de l'évolution du traitement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? La proprioception, ce qu'on appelle aussi le contrôle neuromoteur, à mon sens, c'est la source de. C'est par là que commencent les problèmes. Le défaut de contrôle neuromoteur dans l'épaule, c'est probablement ça qui fait qu'il y a des irritations. Aujourd'hui, on ne peut pas le prouver. On a des difficultés à évaluer le déficit de contrôle neuromoteur sur une épaule. Donc, c'est un peu compliqué de mettre en œuvre des traitements sans savoir s'il y a un déficit chez le patient. Mais néanmoins, on sait par la neurologie qu'on peut avoir des déficits de proprioception dans les pathologies neurologiques centrales notamment. Et les exercices qu'on peut mettre en œuvre, ils sont en chaîne ouverte, ils sont en chaîne fermée. Je pense que ça va dépendre effectivement du patient, de ce qu'il est capable de tolérer. Il y a des patients qui ont très mal à l'épaule quand ils lèvent l'épaule et vous les mettez en chaîne fermée, ça marche très bien. Et ils ont beaucoup moins mal et vous arrivez à solliciter leur épaule en déstabilisant l'épaule en chaîne fermée beaucoup plus qu'en chaîne ouverte. Donc ça va être vraiment, c'est ça le truc. Hein. C'est qu'on ne peut pas vous dire c'est cet exercice-là qui va être bien pour tout le monde. Il y en a certains qui se dégagent. Dans le livret, on a mis ceux qui sont les essentiels, mais vous allez trouver l'exercice qui va convenir au mieux à votre patient, à l'instant T. Oui, très bien. Voilà, donc bon, j'ai essayé de voir le maximum de questions. Il y en a encore, si vous voulez, ou si vous pouvez, donc... Si les gens ils sont encore là, il n'y a pas de souci, on peut leur répondre s'ils ne sont pas partis. Voilà, concernant le renforcement musculaire, donc on parle toujours de l'excentrique aussi. Est-ce qu'il y a un apport, il y a un ajout pour le renforcement en excentrique? Ah bah ça me fait plaisir, les Tunisiens, ils ont des questions pointues. Hein. Non, non, c'est les partout, c'est les aussi. Tunisiens, les Français, ils parlent de tout le monde. Les Algériens aussi. Ah, les Algériens aussi, ils ont des questions pointues, d'accord. Bon, alors, c'est intéressant parce qu'il y a des données dans la littérature qui ont cherché à savoir si, en faisant des exercices concentriques, statiques, etc., il y avait une différence, l'excentrique. Et il semblerait que l'excentrique apporte une plus-value à court terme sur la douleur, mais vraiment une petite plus-value à court terme sur la douleur uniquement. Maintenant, il y a des patients qui vont être très améliorés par l'excentrique, d'accord, sur l'épaule, et d'autres chez qui ça va être trop difficile. Moi, j'utilise beaucoup le travail dit excentrique, parce que ce n'est pas du vrai excentrique en réalité. Hein. Quand on fait un travail excentrique, en fait, on dit au patient, vous freinez le mouvement. Ce n'est pas ça le vrai travail excentrique, c'est normalement la charge, elle est tellement lourde qu'il ne peut pas la tenir. C'est que la force qui est appliquée sur le muscle, elle est supérieure à la résistance maximale du muscle. Donc, nous, on fait des choses bien plus faibles chez nos patients, et on a quand même quelques données qui montrent que ça peut avoir une plus-value à court terme sur la douleur. Ça n'en fait pas le traitement de choix en termes de contraction. Oui.
Voilà, donc une question concernant l'angle que vous avez déjà parlé pendant la Oui, présentation. le Critical Shoulder Angle, le CSA. Exactement. Donc, est-ce qu'il est modifiable par la position de la scapula? Et Oh, donc, oh là par là, les- c'est pertinent ces questions, hein. C'est hyper pertinent, hein. voilà, quels sont les facteurs qui améliorent cet angle et donc qui minimisent les dégâts de la coiffe ou qui C'est minimisent. morphologique. Donc, si Voilà. on se redresse, etc., ça ne va pas changer l'angle. Ça ne changera pas l'angle. C'est pour ça qu'il est intéressant et que les radiologues l'utilisent de plus en plus. C'est-à-dire que ça ne va pas être fonction de comment le patient il est installé sur une table ou qu'il est debout. C'est anatomique. Donc, quand vous naissez avec un angle qui est très large, enfin, quand vous êtes un adulte et que vous avez un angle large, peut-être, hein, attention, hein, c'est encore que des hypothèses, vous avez plus de risques d'avoir une coiffe qui va être dégénérative et qui va s'abîmer. Peut-être. Et si votre acromion il est court, ben, peut-être que vous avez plus de risques d'avoir une omarthrose centrée. C'est intéressant parce que l'omarthrose, on ne sait pas d'où elle vient dans l'épaule. Ce n'est pas une articulation en charge. Peut-être que ça vient de là, en fait. Oui, Les gens qui ont une arthrose centrée, on ne sait pas pourquoi ils ont. C'est pas forcément les travailleurs de force, etc. Donc il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'anatomie, la morphologie de la personne. oui. Concernant les épaules mixtes, donc elles commencent tout d'abord en général des douleurs au niveau de l'épaule, un conflit sous-sacromial, vu la non-utilisation et puis ça passe donc vers une diminution de l'amplitude et voire même l'évolution vers la capsulite. Et parfois, on peut voir d'emblée des capsulites idiopathiques. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour la rééducation? Est-ce que on a des exercices spécifiques pour la capsulite? Là, à ETEM, on change de sujet. Oui, exactement. Oui, exactement. Alors il faut faire attention à ne pas mélanger les sujets, Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes épaules. Ce que je pense, c'est que quand tu dis il y a des épaules qui sont des bursites, oui, etc., et parfois elles deviennent des capsulites, personnellement, je pense que dès le départ, c'est des capsulites. Parce que forcément, une capsulite, le patient, il n'arrive pas du jour au lendemain avec le bras tout en bas. Il est d'abord en haut et tout doucement, ben, il va être bloqué, 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 bloqué. Jusque-là, on va dire que c'est une bursite. Et puis à un moment donné, il va passer en dessous de 90 degrés. On va dire, bon, ben, c'est trop pour une bursite. Et puis il aura perdu toutes ses autres mobilités et rien ne l'améliore. Donc on dira que c'est une capsulite. En fait, c'est un diagnostic tardif de capsulite, ça. Donc c'est des pathologies qui sont différentes. On sait qu'il y a des oui, facteurs favorisants à la capsulite et la tendinopathie ou la bursite n'est pas un facteur favorisant à la capsulite. C'est la tendinopathie calcifiante qui est un facteur favorisant lorsqu'elle déclenche une épaule hyperalgique. oui, Donc en oui, fait, le conflit sous-acromial, c'est une pathologie de l'épaule, et puis la capsulite, c'est une autre pathologie de l'épaule. Pas les exactement. mêmes pathologies, ça ne Oui, se traite pas de la exactement. même façon. Voilà, voilà. J'ai parlé tout à l'heure donc des épaules mixtes. Ça commence une épaule douloureuse, simple, et puis vu la non-utilisation, telles que les tendinopathies calcifiantes, donc parfois on voit que des malades qui sont hyperalgiques, et puis vu la non-utilisation, on trouvera dans quelques mois un secteur, un angle mort. Donc ça peut partir vers un tableau pseudo-capsulite. Mais je Oui, sais bien aussi que la capsulite tactile est un tableau complètement différent et que ça oui. suffit. Alors je suis d'accord avec toi, Item. On a parfois des tableaux cliniques de douleurs d'origine sous-acromiale qui ressemblent beaucoup à des capsulites. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en plus, dans la capsulite, il y a souvent une bursite associée, mais c'est la capsulite qui veut ça, hein, la maladie, il y a une bursite associée, et dans la bursite, il n'y a pas de capsulite. La bursite, c'est la bursite et elle peut beaucoup limiter l'épaule. Donc, on peut Exactement. parfois se tromper, mais on a quand même des éléments cliniques qui font que ce n'est pas la même prise en charge, ça va évoluer plus vite, il n'y a pas besoin de faire des infiltrations de la même façon, donc ce n'est pas tout à fait la même prise en charge. Et effectivement, si vous avez un patient qui a de grosses restrictions de mobilité sur une douleur d'origine sous-acromiale, ben, probablement qu'au départ, il va falloir essayer d'assouplir peut-être un peu plus son épaule et puis y aller plus doucement sur les exercices jusqu'à ce qu'il récupère sa mobilité. Voilà. Exactement. Il y a des tableaux de clinique très larges sur les douleurs sous-acromiales. Vous avez vu qu'il y a des patients là dans les cas cliniques que je vous ai montrés qui ont toute leur mobilité, d'autres qui ont des petites pertes de mobilité, et d'autres qui en ont encore un peu plus. On a tendance à dire que dans le conflit sous-acromial, sur le dernier consensus là, de 2019, ils ont fait une sorte de consensus d'experts
avec Littlewood, ils disent que grosso modo, c'est une pathologie où il y a moins de 50% de perte de mobilité de l'épaule. Voilà. Donc, Voilà. la bursite, ça peut quand même ça fait quand même beaucoup, ça peut faire 40%, 45% de perte de mobilité. Donc, on peut se retrouver avec un bras qui est quasiment à l'horizontale et ça n'est qu'une bursite, c'est pas une capsulite. C'est quand Exactement. même des tableaux très différents de celui qui vient et qui a mal que en haut. Voilà. Mais globalement, le traitement va être le même. C'est juste la progressivité, le dosage qui sera différent, mais ce sera le même médicament, hein, de la thérapie manuelle, des exercices. Hein. Exactement. Donc, Frédéric, je te remercie pour cette soirée, cette belle soirée. Donc, Merci à toi pour l'invitation, Aitem. oui, c'est avec plaisir. Donc, plein d'informations, plein de nouveautés, plein d'efforts que vous avez déjà fournis. Donc, je vous remercie encore une fois au nom de l'Association des sciences et techniques de la physiothérapie et à une prochaine réunion, peut-être en Tunisie, que Avec j'espère plaisir. après le Covid. Avec plaisir. À bientôt, Aitem, et à bientôt à tous mes collègues tunisiennes et tunisiens et à tous mes consoeurs et confrères français, belges, tous ceux qui étaient là et bon courage aux étudiants pour leurs études en ce moment. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt, au revoir. À bientôt. Voilà, donc j'ai arrêté la diffusion. Super, merci beaucoup, Aitem. Voilà, c'était bien passé, je pense. C'était excellent, non? Super, super. Super. Parfait, parfait.